Conte de Charles Perrault. Lettre à Monsieur l'abbé d'Aubignac en lui envoyant le dialogue de l'amour et de l'amitié. Puisque ce n'est pas assez que je vous ai lu mon dialogue et que vous désiriez encore en avoir une copie, je ne veux pas vous la refuser. J'avoue, monsieur, que j'ai eu bien de la peine à m'y résoudre, et qu'étant persuadée, comme je le suis, que vous êtes l'homme du monde qui avait le goût le plus fin et le plus délicat pour toutes choses, et principalement pour ces sortes d'ouvrages, j'ai bien appréhendé qu'une réflexion plus exacte que vous pourrez faire sur celui-ci, en le lisant, ne vous fit diminuer beaucoup de l'approbation que vous lui avez donnée. Le prix de votre estime et l'apparence qu'il y a que j'en vais perdre une bonne partie rendent assurément ma crainte très raisonnable. Néanmoins, quelque chose qu'il en arrive, je serai satisfait. On trouve toujours son compte avec vous, et si je n'obtiens pas des louanges, je recevrai des avis que j'aime encore plus que des louanges, parce qu'ils me sont beaucoup plus utiles et qu'ils me seront aussi des marques plus assurées de votre amitié. Mais, monsieur, avant que vous lisiez cette petite galanterie, il faut que je vous rapporte 2 ou 3 questions que l'on me fit en une conversation où je me trouvais il y a quelques jours, et que vous sachiez aussi ce que j'y répondis. On me demanda d'abord pourquoi l'amour et l'amitié s'appellent frères et sœurs. Je ne pensais pas, à vous dire le vrai, que l'on dût s'arrêter à cela, et qu'on s'affisa jamais de leur disputer cette qualité. Car si tous les jours 1000 personnes, que ni le sang ni l'alliance n'ont point unis, se donnent l'un à l'autre ces noms tendres et doux, parce qu'ils s'aiment, ou seulement parce qu'ils se le veulent persuader, doit-on trouver étrange que l'amour même et l'amitié en personne en eussent de la sorte, et qu'ils s'appellent frères et sœurs quand même ils ne le seraient pas? Mais ils le sont en effet, et l'on ne peut pas en disconvenir, pour peu qu'on examine leur généalogie. Il est constant que l'amour est fils du désir et de la beauté. Platon, qui le connaissait particulièrement, nous en assure. Il l'appelle même le désir de la beauté, et lui donne ce nom composé de celui de ses pères et mères pour nous marquer son origine. Il est aussi très certain que l'amitié est fille du désir et de la bonté, parce que si le désir s'attachant à la beauté a donné l'être à l'amour, on ne peut pas douter que le même désir et la bonté, s'étant unis ensemble, n'aient donné naissance à l'amitié. En effet, nous voyons encore aujourd'hui que si nous aimons une maîtresse parce qu'elle est belle, nous aimons un ami parce qu'il est bon. Cela ne pouvant pas être contesté, il paraît que l'amour et l'amitié sont frères et sœurs du côté de leur père, bien qu'à la vérité, ils aient des mères différentes. Ensuite de cette question, on en fit une autre, qui me sembla fort jolie, et qui venait aussi d'une femme d'esprit que vous connaissez. Elle demanda qui était l'aîné des deux, de l'amour ou de l'amitié. Quoiqu'il soit malaisé de dire précisément ce qui en est, à cause du long temps qu'il y a qu'ils sont au monde, je ne doutais pas néanmoins d'assurer que l'amour était l'aîné. Je ne me fondais point sur ce que les poètes disent, qu'il a démêlé le chaos et qu'il est plus vieux que le monde, bien loin d'être le cadet de l'amitié. Parce que c'est du premier et grand amour, père de toutes choses, que les poètes ont voulu parler, et non pas de celui-ci qui n'est que son petit-fils. Je ne m'arrêtais point non plus sur la différence que quelques-uns ont mis entre l'amour et l'amitié, que celle-ci est toujours réciproque et que l'autre ne l'est jamais. Et qu'ainsi, l'amour précède l'amitié, puisqu'en effet il faut que l'affection naisse, premièrement, de l'un des deux côtés, avant que d'être mutuelle. Je ne m'arrêtais pas, dis-je, à cette différence, parce que je la trouve absolument fausse. On sait que l'amour et l'amitié sont quelquefois réciproques, et que quelquefois ils ne le sont pas. Je ne me réglais que sur la généalogie que j'ai déjà avancée et sur l'histoire de leur naissance que je leur contais en la manière qui suit. La beauté et la bonté étaient 2 sœurs si accomplies et si charmantes qu'on ne pouvait les voir ni les connaître sans les aimer. Quelques-uns les trouvèrent si semblables qu'ils les prirent souvent l'une pour l'autre et leur donnèrent aussi le même nom. Mais ceux qui les observèrent plus soigneusement remarquèrent une très grande différence entre elles. La beauté avait beaucoup d'éclat et d'apparence, qui donnait dans la vue d'abord.
et l'on pouvait dire que pour la conquête d'un cœur, elle n'avait besoin que d'être regardée. Aussi était-elle extrêmement impérieuse et fière, et quoiqu'elle n'eût ni garde ni soldat autour d'elle, il n'était point de roi sur la terre qui se fît obéir si promptement, et dont l'empire fût plus absolu que la tyrannie qu'elle exerçait sur tout ce qui avait un cœur et des yeux. Elle était fort coquette, et aimait passionnément à se produire dans le grand monde, afin de s'attirer des louanges dont elle témoignait ne se soucier pas beaucoup, mais qui néanmoins lui plaisaient tellement qu'elle obligeait et forçait même toutes sortes de gens à lui en donner. La bonté, au contraire, était fort modeste et fort retirée, et quoiqu'elle fût d'une humeur assez sociable et assez communicative de son naturel, elle fuyait pourtant la foule autant qu'elle pouvait, et ne haïssait rien tant que de se faire de fait mal à propos. Il est vrai qu'elle n'avait pas ce brillant et cet abord surprenant de sa sœur. Mais quand on s'était donné le loisir de la considérer avec attention et de la pratiquer quelque temps, on demeurait persuadé qu'elle était infiniment aimable et que ses charmes étaient bien plus solides et plus véritables que ceux de la beauté. Le désir, jeune et bouillant, qui voyageait presque toujours pour satisfaire son humeur prompte et inquiète, se promenant un jour et cherchant quelque aventure, rencontra la beauté assise à la porte de son logis, où elle se tenait presque toujours oisive, et seulement pour être vue, pendant que la bonté, sa sœur, était dans la maison qu'elle gardait, et où elle ne se tenait pas à rien faire. Le désir, dis-je, ayant rencontré la beauté, se sentit ému et tout hors de soi en la voyant, et comme il était assez hardi de son naturel, il l'aborde quoiqu'il ne la connût pas. Il la cajole et lui fait sans galanterie qu'elle reçut avec joie. Le procédé brusque et enjoué du cavalier lui plut extrêmement. Elle crut voir en lui quelque chose de noble et de généreux, capable des plus hautes entreprises, et qui témoignait une illustre naissance. Elle s'imagina même que le ciel l'avait destiné pour lui, et qu'assurément il les avait faits l'un pour l'autre, de sorte qu'après quelques recherches de la part du désir, leur mariage s'accomplit assez promptement. De ce mariage naquit l'amour, qui donna bien de la satisfaction à ses pères et mères durant les premiers jours de son enfance. Car au lieu que les autres enfants ne font que crier et pleurer en venant au monde, celui-ci ne faisait que chanter et danser. Il ne demandait qu'à rire et à se réjouir. Il discourait de toutes choses agréablement. Il faisait même de petits vers et des billets doux les plus spirituels qu'on eût jamais vus. Enfin, son père et sa mère en étaient si contents qu'ils rompaient la tête à tout le monde des jolies choses qu'ils avaient dites ou qu'ils avaient faites. Mais lorsqu'il fut un peu plus grand, il changea si fort qu'il n'était pas reconnaissable. Il devint rêveur et chagrin. Il ne voulut ni boire ni manger. Il soupirait sans cesse. Il ne dormait point et ne faisait que se plaindre, sans savoir le plus souvent ce qu'il lui fallait. Car on ne lui avait pas plutôt donné une chose qu'il en était là, et qu'il en demandait une autre, qui ne le contentait pas plus que la première. Enfin, c'était bien le plus cruel enfant qui fut jamais, et qui donna le plus de peine à élever. Mais revenons à notre histoire. Le désir, après quelques jours de mariage, ayant jeté les yeux sur la bonté, sa belle-sœur, qu'il n'avait pas encore bien considérée à cause de la grande passion qu'il avait eue d'abord pour sa femme, mais qui commençait un peu à se refroidir, l'ayant, dis-je, regardée de plus près, il remarqua en elle 1000 agréments et 1000 perfections qui le touchèrent sensiblement. Surtout, il fut charmé de son humeur douce, complaisante et officieuse, qui n'aimait qu'à faire du bien, et dont il y avait lieu d'attendre bien plus de secours dans les besoins et dans les rencontres fâcheuses de la vie que de la beauté, sa sœur, qui semblait n'être née que pour la joie, et qui en effet ne se connaissait point du tout à prendre part aux afflictions. Il la reconnut patiente et généreuse, jusqu'à obliger ceux mêmes qui l'avaient offensée. En quoi elle était fort différente de la beauté, qui, bien loin de souffrir des mépris, se fâchait quand on ne la cajolait pas assez également. Enfin,
il jugea que si, dans la possession de la bonté, on ne goûtait pas des plaisirs si sensibles ni si touchants qu'en celle de la beauté, on en recevrait assurément de plus tranquilles et de plus durables. Épris de tant de perfection et de tant d'aimables qualités, il lui découvre les sentiments qu'il avait pour elle. La bonté qui était la bonté qui était facile et qui ne pouvait refuser ceux qui la priaient de bonne grâce lui accorda volontiers ce qu'il souhaitait et le reçut pour son mari. De leur alliance naquit l'amitié, qui fut les délices et la joie de tout le monde. Il est vrai que durant son premier âge, elle ne fut pas si gentille ni si agréable que l'avait été l'amour. Mais lorsqu'elle commença d'être un peu grande, elle parut si belle qu'elle fut désirée et recherchée de tous ceux qui la virent. On tâchait de la mettre de toutes les parties que l'on faisait, et une compagnie ne semblait pas complète ni en disposition de se bien divertir si elle manquait à s'y rencontrer. Les philosophes même ne faisaient pas de difficulté de dire que sa présence diminuait toutes les afflictions et redoublait tous les plaisirs et que la vie était ennuyeuse sans elle. Il est vrai qu'elle donnait sujet à toutes sortes de personnes de se louer de sa conduite, et qu'elle était aussi sage et aussi discrète que l'amour était fou et emporté. Aussi son père, qui le reconnut dans plusieurs rencontres, se plaignait souvent à elle des déplaisirs que son frère lui donnait, et lui en faisait confidence pour en recevoir du conseil et de la consolation. Voilà, monsieur, comme je leur en fais l'histoire, qui fait voir non seulement que l'amour et l'amitié sont frères et sœurs, mais aussi que l'amour est l'aîné. Ce qui paraît encore assez dans leur manière d'agir ensemble, car il ne faut que considérer comment l'amour gourmande sa sœur, comme il la fait passer par où il veut, et de quelle sorte il lui fait sa part pour remarquer qu'il la traite en cadette, et que souvent il use de son droit d'aînesse. Tout cela fut assez bien reçu de la compagnie, et l'on ne trouva rien à redire sinon que le désir eût épousé 2 femmes en même temps et encore les 2 sœurs. Mais je ne pense pas que l'on doive chicaner là-dessus, ni que l'on veuille lui faire son procès à la tournelle ou à l'officialité comme à un bigame. Il y a longtemps que toute cette intrigue est découverte, sans que personne n'en ait jamais formé la moindre plainte, et de plus cela s'est passé dans le premier âge du monde, où il n'était pas défendu d'épouser les 2 sœurs. On sait d'ailleurs que le désir n'est pas d'humeur à se contenter d'une femme, et qu'enfin, outre la beauté et la bonté, il a encore l'utilité, l'honnêteté et la belle joie, en qualité de femme légitime, sans compter les maîtresses qu'il entretient en ville, comme la richesse, la vaine gloire et la volupté, dont il a même des enfants qui sont l'avarice, l'ambition et la débauche, ses filles naturelles. On n'ignore pas non plus qu'il conserve d'autres petites inclinations qu'il aime éperdument, car c'est sa coutume de se porter avec plus d'empressement et de chaleur aux choses qui lui sont défendues qu'à celles qui lui sont permises. Vous pouvez maintenant, monsieur, lire le dialogue de l'amour et de l'amitié, et voir comment ils s'entretiennent. Je sais bien que vous leur avez ouï dire 100 fois les mêmes choses d'une manière bien plus galante, et que si vous vouliez nous en faire le récit, nous y remarquerions si bien leur véritable caractère qu'il nous semblerait les entendre discourir eux-mêmes. Mais chacun rapporte les choses à sa façon. Je leur ai ouï faire encore quantité d'autres conversations assez jolies que je pourrais vous écrire quelques jours si je vois que celle-ci ait eu le bonheur de vous plaire. À vous, dis-je, que je puis nommer l'arbitre des bonnes choses et le grand maître des allégories. En cette qualité, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez de ce dialogue et penser ce qu'il vous plaira de ce que j'ai fait dire de l'amour et à l'amitié, pourvu que vous croyez que l'amitié dit vrai quand elle vous assure que je suis passionnément. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.